Ahlan wa sahlan, marhaban bikoum. Donc, en fait, je me suis déjà présentée tout à l'heure. Je viens du Canada et je suis à la Maison de l'innovation sociale. Et comme je disais, le marketing social, pour nous, ça fait partie intégrante de notre approche parce qu'il faut rejoindre des clients, il faut démocratiser notre belle expertise. Et donc, ça prend des approches innovantes pour se faire connaître et valoriser notre offre. Mais aujourd'hui, c'est vous que je veux entendre, donc j'aurais envie de vous lancer la question. Est-ce que pour vous, c'est facile d'identifier des clients, de les rejoindre, de les convaincre? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans la discussion sur vos défis, en fait, puis comment le marketing social, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est une voie que vous avez explorée ou que vous aimeriez explorer? Donc voilà, la discussion est lancée. Ça me prend un courageux. شجاع شكون نكملوا بالعربيه De quoi? لا لا Mais vous parlez en arabe alors. Oui. مغربي انا مغربي وعليها انت اللي تتعلمها. C'est de l'ambassade. كتعلم هي تفضلي. Floor is yours. Alors merci beaucoup. Tout à l'heure, en essayant de choisir un petit peu le cercle dans lequel j'allais m'inviter, je me suis dit, allez, je fais un choix de complaisance, partir écouter des personnes que je connais, ou plutôt choisir parce que ça m'interpellait. Le sujet m'interpellait. Donc en fait, la question de raconter son expérience ou parler, on est sur les storytelling, c'est très important. Je crois que moi, je me poserais cette question de marketing social ou de marketing porté par des innovateurs sociaux ou des terrains de l'innovation sociale. Je poserais la question autrement. Est-ce qu'on va marketer la chose? Qu'est-ce qu'on va marketer déjà? Et est-ce qu'on va le marketer de la même manière qu'on le ferait dans le cadre d'une entreprise privée? Je crois que c'est extrêmement important de se poser la question de cette manière-là. Et de une. Et de deux, se posant la question du marketing social, qui c'est qu'on va mettre de l'avant? Est-ce qu'on va mettre de l'avant l'innovateur ou on va mettre de l'avant l'innovation? C'est de relations publiques me dit toujours, Marie-Christine, arrête de parler des organisations, des projets, les gens s'attachent aux personnes, racontent les histoires des personnes. absolument. Donc, nous, d'ailleurs, on a fait aussi des prix personnalité de l'innovation sociale, un peu comme la fondation, mais on a vraiment choisi de mettre de l'avant des personnes parce qu'aujourd'hui, les gens ne suivent plus les marques, que ce soit des entreprises d'économie sociale ou pas, les gens ils suivent des personnes. Absolument, c'est pour ça qu'il y a la question du storytelling. Et puis, je donne le micro à Amina, ou plutôt À la dame d'avant. Ouais. C'était pas dans le cadre de la même. Alors, pour moi, je ne suis pas de profil commercial, ni dans le marketing, donc j'ai jamais travaillé dessus. J'ai appris à vendre à travers l'ONG où je suis, pour faire la recherche des sponsors et des partenaires. C'est la JCI, la Jeune Chambre Internationale. J'ai appris à le faire, donc j'ai travaillé à faire des dossiers de sponsoring et tout ça. Et quand je voulais approcher les sponsors, donc petit à petit, j'ai commencé à convaincre, à présenter l'organisation d'une manière convaincante avec des arguments et tout ça, et présenter ce que je veux. Et en même temps, j'ai appris à faire du marketing de ma personne. Donc, au niveau de YouTube, d'ailleurs, si vous tapez mon nom, vous allez trouver des vidéos sur YouTube, des podcasts dans la radio. Et c'est Sarah Malel. C'est Sarah Malel. Sarah Malel. Sarah. En fait, je ne l'ai pas fait par humilité.
Au début, c'était difficile. Au début, j'étais très timide. Et quand j'ai intégré l'organisation avec la prise de parole publique, avec les projets que j'ai faits, qu'on a fait bien sûr ensemble avec l'équipe et tout ça, on devait travailler sur la notoriété de la marque, sur le personal branding et tout ça. Et c'était venu comme ça, donc j'ai commencé à parler d'une manière courante et facile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, et ça a impacté même le côté professionnel. Donc, à travers ce que je présentais ou bien ce que je partageais dans les réseaux sociaux, même au niveau travail, donc, normalement, moi, je suis informaticienne de base. Je suis docteur ingénieur en intelligence artificielle. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est digital marketing, tout ce qui est communication digitale et tout ça. Et malgré ça, on m'a proposé au travail de switcher carrément le poste vers tout ce qui est formation et tout ce qui est communication sur les produits qu'on fait dans notre société. Donc voilà, en gros, mon expérience. Oui, bien sûr, en termes de partenariat, donc on arrivait à avoir facilement plus de partenaires parce qu'on est devenu visible, de plus en plus visible. On a développé notre notoriété de la marque et même les sponsors, ils arrivaient à être convaincus facilement. Et même quand on travaille une fois, deux fois, donc on a même approuvé notre crédibilité. Donc il ne s'agissait pas que de parler ou bien que de les approcher, mais en travaillant avec nous, leur expérience avec nous, elle avait développé encore plus cette relation win-win et cette relation de confiance entre nous. Voilà. Merci. Alors, pour moi, le marketing social, c'est influencer sur du contenu. C'est mettre en avant effectivement la personne, mais à condition que la personne ait des choses à raconter. Pas où elle a voyagé, ou qu'est-ce qu'elle a mangé, ou qu'est-ce qu'elle porte, mais quel est le projet derrière cette personne et quel est l'impact de cette personne. Parce que c'est pour moi, marketing social égale la valorisation pour maximiser l'impact. Donc voilà, c'est influencer sur du contenu, maximiser l'impact à travers la valorisation. Bonjour, Fatima Zara, association Al-Karam pour une hôtellerie marocaine engagée. Alors, j'ai partagé notre expérience que parmi les projets qu'on travaille, c'est adapter les produits des coopératives marocaines pour le secteur hôtelier. Parce que cette association-là, c'est une association qui est fondée par des hôteliers. D'accord ? On propose le mentoring pour les lauréats des centres d'accueil. On les invite ou bien on promouvoit nos métiers d'hôtellerie et on offre des formations par alternance pour ces apprentis, premièrement. Et le deuxième projet que je vous ai partagé maintenant, c'est qu'on adapte les produits coopératifs, tout ce qui est amenities, tout ce que vous trouvez dans les chambres, les produits terroirs, avec les chefs, tout ce qui est mobilier et tout ça. Alors du coup, le secteur hôtelier, il est plus appelant, il est très bien, ce qu'on vend, c'est le storytelling. Ce sont les expériences qu'on partage avec nos clients. C'est ce que nos clients cherchent. Bien sûr, nous sommes menés à respecter des exigences. Alors, le storytelling, il doit faire attention effectivement, on promouvoit les produits, d'accord? Parce que maintenant, on n'achète pas les choses parce qu'on a besoin, mais elles créent
une sensation, dreaming, nous faire dreaming et tout ça. C'est ce qu'on travaille avec ces coopératifs-là, de créer des expériences avec eux, turn down bed, tout ce qui est, comme je vous ai dit, les amenities qu'on offre, les mobiliers que des designers italiens accompagnent nos coopératives et vraiment, on a pu avoir des produits qui sont innovants, qui trouvent leur place dans le secteur hôtelier. Est-ce que vous vendez vos services? Non, effectivement. Nous avons des collaborations avec Meridian. Nous essayons d'entamer pour l'instant, parce que comme vous connaissez, le Maroc, il connaît une très bonne, ou bien un développement assez important dans le secteur hôtelier, toutes les ouvertures qu'on mène. On travaille avec des chefs, on collabore avec eux. On a un catalogue des produits que alhamdoulilah, ils trouvent vraiment leur place dans le secteur hôtelier. On mène cette opération avec le Fonds Badi. Le Fonds Badi, c'est le fonds social de l'Innovex. Et moi, je suis en train d'enchaîner dans les deux parce que je suis hôtelière avec une casquette associative. Alors, c'est pour ça qu'on essaie notre vision, c'est d'assurer des bons de commande durables dans le secteur hôtelier pour ces coopératifs-là. Et pour... Votre association, elle est adossée à un hôtel, à un groupe hôtelier, ou elle est indépendante? C'est un conglomérat d'hôtels? C'est indépendant, mais nous avons des conventions. Les ateliers qu'on mène, on les mène avec des établissements hôteliers. Par exemple, on a le service d'étage avec le Four Seasons. Parce que nos apprentis, ils font des formations par alternance, d'où on les reçoit. Si Hamza, il connaît très très bien l'expérience, alors d'où on reçoit les apprentis. Les 2 premiers mois, c'est tout ce qui est sur l'école. C'est l'école l'Asma deuxième chance, c'est sur Casablanca. Alors les apprentis, les 2 mois, il reçoit une formation pour les skills, tout ce qui est anglais professionnel, français professionnel. Mais le plus important, c'est qu'on mène des formations par alternance dans les établissements hôteliers qu'on a des conventions avec. Même avec Marriott, vraiment, où le secteur il est assez accueillant. Et on essaie de proposer aussi, pour répondre à la question, on essaie de proposer des solutions win-win pour les 2 parties. Le secteur récepteur, qui est l'industrie hôtelière, et le secteur émetteur, qui est les coopératives, la population NIT, c'est comme ça. On essaie de promouvoir cette mentalité. Les messieurs, c'est ça que j'allais dire. Alors bonjour, je m'appelle Yassine, je travaille au marketing en fait et je suis très intéressé par ce forum. Alors, le marketing pour moi, je partage la même expérience, j'étais dans des associations, donc je fais des dossiers sponsoring et tout, donc tu dois marketer pour ton association pour avoir des partenaires, voilà. Et je suis tombé sur tout ce qui est marketing digital et tout. À l'époque, c'était juste des flyers, on imprime et on fait des posts sur les murs des universités et tout. Donc, c'est développé, je me suis lancé dans des agences comme salarié et maintenant j'ai des clients dans le secteur social. C'est une association qui travaille sur la formation des AVS, des éducatrices de jeunes enfants et l'objectif c'était de attirer des femmes qui sont en situation de vulnérabilité pour avoir accès à une formation qui est gratuite pour avoir l'insertion professionnelle dans ces métiers. Donc, le marketing, depuis mon expérience, c'est toujours lié à deux choses, la notoriété et l'acquisition. Quand on parle de la notoriété, c'est les gens nous font confiance avant de nous parler. Voilà. Et on parle de l'acquisition, soit l'acquisition en lien, on parle d'un aspect commercial. Quand je travaille avec une école, surtout je suis très spécialisé au niveau de l'éducation et la formation. Je travaille avec les écoles, les centres de formation et
les centres de cours de soir. C'est plus attirer les inscriptions, attirer les parents pour s'inscrire. Mais quand on parle d'un côté social, on doit répondre à une problématique sociale. Donc on doit marketer pour répondre à une problématique. Par exemple, l'insertion professionnelle des femmes en situation de vulnérabilité. Je sais très bien, je pense qu'il y a des gens qui savent l'institution Tarspti. Il fait un grand travail, je travaille avec eux. Donc je vois l'impact dans les femmes qui nous envoient des messages les réseaux sociaux et tout, et qui veulent changer de vie et tout. Et vous avez parlé du power of storytelling. Non, essentiellement, dans notre stratégie, on travaille surtout sur les témoignages, de raconter les expériences des femmes. Et un tournage qui m'a fait vraiment marquer, c'était une femme qui avait 52 ans, avec des enfants, et était divorcée. Et là, elle a trouvé la formation, et elle s'est inscrite. Et maintenant, elle travaille dans un centre avec les petits en situation de handicap. Donc voilà, c'est une chaîne d'impact social. Elle était en situation vulnérable et elle est formée. Elle est maintenant travaille avec des gens en situation de vulnérabilité. Donc c'est marketing social. Malheureusement au Maroc, c'est un peu long. Voilà. Donc la différence, on travaille avec un client qui vend, avec un client qui fait de l'impact social. Un produit. On va dire des tagines. Alors, je vois plusieurs gens poser des objectifs comme la vente. Toujours il y a des objectifs comme c'est commercial, c'est purement commercial. On doit avoir un chiffre d'affaires par exemple de 100 000 dirhams ce mois-ci. On doit augmenter le taux de vente, on doit plus communiquer pour vendre ce produit. On a le Black Friday, on en doit faire une offre pour voilà. Mais quand on parle d'un côté social, on parle pas on parle impact, exactement. Et comment je vais dire quand un client ou bien un lead, on dit un lead qui est intéressé par exemple par une formation à impact social, on ne le voit pas comme un client. Voilà. On le voit comme une personne qu'on peut changer leur vie. Si on a fait bien un bon marketing, on va changer des vies. On va pas juste vendre ou bien augmenter le taux de vente et tout. Donc le travail avec des dirigeants qui vendent, c'est pas la même chose avec travailler avec des dirigeants qui veulent faire de l'impact. Voilà. Qui vendent et ne s'intéressent pas qui es-tu, d'où viens. Voilà. Mais quand on parle d'impact, vraiment on filtre les gens qui sont vraiment besoin de ce service pour les mettre. Alors moi, je vais partager avec vous notre expérience dans l'entreprise sociale. Alors nous, on travaille avec des clients qui veulent vendre. C'est deal khair. Deal khair, c'est des deals pour faire le bien. Exact. Et notre API, donc elle s'installe, donc notre cible, c'est les B2B, c'est les entreprises qui veulent vendre pour soutenir des associations. Donc on travaille avec les deux en même temps. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'au fait, on fait du storytelling pour les associations, pour que les entreprises soutiennent ces associations, mais aussi les entreprises, ils ont besoin de vendre pour convaincre leurs clients. Mais on a maintenant des clients qui ne cherchent pas juste à acheter parce qu'il y a des promotions où il y a des offres attractives, mais au contraire parce qu'ils veulent soutenir des associations. Donc c'est une nouvelle niche qu'on est en train de cibler. Et nous, on ne l'appelle pas le marketing social, mais on l'appelle le marketing de cause. Cause-related marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, les entreprises, maintenant, ils sont en train de vendre pour dire, moi, je vends pour soutenir une association. Je vends pour créer plus d'impact. Donc, il faut aller acheter chez ces entreprises pour donner plus ou pour créer plus d'impact. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le négliger aussi. Donc, les entreprises, ils font du marketing social.
Mais ils l'appellent pas le marketing social parce que c'est indirectement le marketing de cause. Donc ils disent qu'est-ce qu'ils font. Donc il va dire voilà, moi je vends ce produit, mais en contrepartie il y a 1% qui va être genre reversé pour une association, pour financer un projet. Je vais planter des arbres. Et donc ça crée beaucoup. Donc, mais en même temps, ils se basent aussi pour raconter. Donc, parce que pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent soutenir une association qui a une, il y a une histoire derrière. Donc c'est des coopératives comme avec Fatem Zara. Donc par exemple pour aider ces jeunes à avoir un poste pour travailler dans des hôtels ou pour vendre les produits des coopératives, on doit raconter leur histoire. D'où viennent ces produits? Comment ils ont été créés? Qui est derrière? Qu'est-ce que ça change après? Ça veut dire si on achète ces produits, qu'est-ce que ça va changer après pour ces gens-là? Et c'est là on peut mesurer l'impact. Donc voilà. Est-ce que vous avez rencontré des défis? Parce que vous vendez vos services, hein, c'est ça? Bien. Vous vendez vos services aux entreprises? Nous, c'est une API qu'on intègre dans des plateformes e-commerce. C'est une API, c'est une forme de, c'est une application. C'est une application qu'on intègre directement dans les plateformes e-commerce. Ou par exemple, quand vous achetez chez Booking, à la fin, il va vous dire bah, merci pour votre achat, pour votre réservation d'hôtel. On vous offre un cashback solidaire. C'est-à-dire que vous avez 1 euro à donner à une association de votre choix. Donc c'est Booking qui ont décidé de soutenir ces associations, mais qui ont intégré le client final dans le choix. Et aussi, donc, ils vont créer de l'impact chez les associations. Et comme ça, donc, ça crée plus de valeur. Donc, et c'est une chaîne de solidarité entre les entreprises et les associations. Et aussi donc, le consommateur final. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il va faire derrière dans ces cas-là, il va choisir les entreprises qui font ce genre de gestes. Donc, et nous, on fait un peu de marketing pour ces associations et pour ces entreprises. C'est la relation. On crée la relation entre la marque et l'impact. Très intéressant, je vais prendre votre carte. Oui, bonjour à tous. Alors, moi je suis Catherine. J'ai fondé un projet qui s'appelle Nafas et qui est un projet qui forme au métier de la restauration des jeunes éloignés de l'emploi et des décrocheurs. Et vraiment, ça a été une vraie problématique et un vrai casse-tête pour moi, parce que quand on est impliqué comme ça, qu'on a la tête dans le guidon, dans l'ingénierie pédagogique, dans la création du projet, à un moment donné vient bien sûr la question de comment communiquer, qu'est-ce qu'on met en avant. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas me mettre en avant. Donc, j'ai été poussée justement pour dire, pour mettre une personne, parce que justement, pour moi, la pérennité du projet, c'est que ce ne soit pas donc on peut en discuter, rattaché à une personne, mais au sens du projet. Et dans tout le contenu éditorial, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les bénéficiaires, mais même l'impact. C'est-à-dire que nous, on répond à une innovation sociale. C'est-à-dire que dès le départ, on s'est posé la question, on avait des décrocheurs, des NEET, donc 18-30 ans, hommes, enfin garçons, filles, et on a aussi un secteur qui souffre d'une pénurie d'emploi. Et donc quand on est arrivé sur ce projet, on l'a vendu comme une innovation sociale. Donc dans ce marketing social, pour moi, j'ai trois objectifs et même 3 partenaires. Donc j'ai le bénéficiaire. Donc si vous allez sur notre page Instagram, Nafas-Africa, vous verrez beaucoup de témoignages de jeunes et en quoi la formation a changé leur vie, la vision, en quoi ça leur a donné du sens, en quoi ils ont retrouvé confiance, puisque c'est tout ce qu'on avait pu étudier dans les études de terrain. Ensuite, c'était aussi les professionnels. Quelle différence ils ont à recevoir nos jeunes, puisqu'on est vraiment dans une formation d'excellence. Et donc là, il fallait que je me positionne aussi en termes de qualité de formation. Elle est innovante, elle est très courte, mais ce n'est pas parce qu'elle est courte qu'ils sont moins bien formés que dans d'autres filières. Donc c'était aussi le témoignage des professionnels. Voilà, quelle est la différence entre un jeune Nafas et un autre jeune lambda, comment nous on s'est senti impliqués, comment on a été embarqués. Et la dernière partie prenante, ce sont les parents. Où là, ça va arriver, parce que le projet n'a que 18 mois. Donc si vous suivez notre page, abonnez-vous, parce que j'ai besoin de followers. Vous allez avoir les parents. Et ça, c'est pareil. Pour moi, le mot marketing plus social, pour moi, ça doit être égal à de l'éthique. Parce que ça, c'est un mot qui est important, c'est-à-dire que je ne vends pas des choses fausses. Et en fait, par exemple, quand les parents, je donne un exemple de parents qui témoignent, on n'est pas là à leur dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Nous, on parle la langue du cœur.
Et ça, pour nous, c'est important parce que pour moi, c'est la définition du marketing social. Tu disais au tout début qu'effectivement, on doit raconter une histoire. Pour moi, on doit raconter une histoire qui part du cœur. Donc, en fait, c'est difficile. C'est des mamans, souvent, Walida, qui sont seules et qui avaient des difficultés avec ses enfants et elles le disent. Bon, là, on a des papas aussi qui témoignent, mais vous le verrez, c'est souvent des enfants qui ont traversé des périodes difficiles et ils le disent. C'est des jeunes qui galèrent, c'est des jeunes aussi qui racontent la difficulté de la vie. Moi, je ne vends pas du rêve. Et pour moi, c'est ça le marketing. Marketing plus social, pour moi, c'est égal à de l'éthique. Voilà. C'est ce que nous, on travaille dans le contenu éditorial. Je ne dis pas que j'ai raison. Un jour, je le saurai. Peut-être qu'il aurait fallu que je me mette plus en avant parce que aussi, tout ça, c'est pourquoi. Donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup d'associations qui vont l'entendre. C'est aussi pour capter des bailleurs. Et ça, on en parle. C'est-à-dire, moi, d'accord, ma mission, c'est de former, mais ma mission aussi, c'est d'apporter de la pérennité à ce projet. Et je vais l'apporter avec quoi? Avec des fonds et avec des moyens. Et ces moyens se transforment en flouze, en dirhams. Donc, dans mon contenu éditorial, il faut aussi que j'arrive à mettre de l'émotion, à mettre aussi du professionnalisme. Et pour terminer, je voulais tous vous poser une question. Je trouve que ça a un coût. Parce que moi, dans mon budget, donc on a un coût de fonctionnement, on a des salariés et tout. Mais dans ma ligne, moi, j'ai un coût. J'ai un coût sur sa communication. Donc là, j'avais des spécialistes de la communication, mais c'est pas donné à tout le monde d'être un community manager, de savoir monter des reels, de savoir bien filmer, de savoir faire des infographies, Et c'est un vrai coût. Et très souvent, les bailleurs, ils n'entendent pas ça. Donc moi aussi, je suis là aussi pour partager ça avec vous. Je ne sais pas comment vous gérez votre ligne marketing social communication. Merci. C'est des très, très bonnes questions. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Si on sent qu'on n'est pas la bonne, on ne veut pas se mettre de l'avant, ça va paraître. Puis ça ne serait pas un bon choix, je pense, de le faire. Après, vous l'avez nommé, les bailleurs de fonds. En tout cas, dans notre expérience, quand on en discutait avec notre firme de relations publiques, il disait, moi, je voulais des ambassadeurs qui avaient plus de notoriété que moi, des personnalités qui étaient connues. Puis il me disait, non, il faut que tu parles du contenu, puis le contenu, il n'y a que toi qui peux l'amener. Il faut que tu défriches ce secteur-là. Si tu veux aller dans les médias, puis un ambassadeur ne va pas faire le même travail de démocratisation que toi, tu as à le faire. Fait que ça mène dans la balance. Puis après, c'est un équilibre. C'est pas toujours moi. Des fois, c'est plus des experts contenus. Donc, de varier les interlocuteurs, c'est bien aussi. Mais en même temps, si tu veux que les médias, si tu veux augmenter ta notoriété, nous, on a doublé notre nombre d'abonnés en 2 ans, parce qu'on a pu aller beaucoup dans les médias. Mais pour que les médias t'invitent, il faut qu'ils te connaissent. Puis là, tu sais, c'est comme un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Donc, c'est toutes des questions qui sont intéressantes. Puis, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais peut-être entendre d'autres personnes sur toutes les questions pertinentes que tu as nommées. Mais ultimement, le financement, l'impact, puis l'argent, la visibilité, le financement, impact, visibilité, c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir, c'est clair et net. C'est gentil, bonjour tout le monde. Rizan Akourim, consultante formatrice. J'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler avec plusieurs NGOs, que ce soit au Maroc ou à l'international, sur ces thématiques-là. Je veux juste partager quelques insights que j'ai eus. Il faut vraiment commencer par le mindset de ces organisations-là et de voir pour nous, est-ce que cette communication, ou bien pour parler plus large, est-ce que ce marketing social, c'est une charge ou un investissement? Si je dis que c'est une charge, bien sûr, je vais souligner ma charge et je dis non, cette ligne de charge va me coûter 3 nouveaux ou 5 nouveaux bénéficiaires, du coup je pars. Et je sens que beaucoup de personnes, surtout dans l'associative, on néglige la communication, on néglige le marketing parce que, encore une fois, les ressources sont limitées. Mais si on a another glass, another view, investissement, après là, tu peux vraiment justifier ça. Vous avez parlé de langue du cœur, j'adore, je suis très émotionnelle. Mais ce qui est aussi important dans la communication, c'est les KPIs et les chiffres clés. Pour que vraiment que ça parle à tout le public. Il y a vraiment pour chaque 100 dirhams donnés, blablabla. Du coup, ça capte et ça reste. Et du coup, c'est vraiment un investissement. Du coup, il faut vraiment parler outputs, outcomes. Et il y a des choses dans le rapport qui sont très structurées. Un rapport de 20 pages, 50 pages, on les met infographie. 3-4 chiffres clés qui sont vraiment captants, qui disent « Waouh, ils ont fait tout ça ». Donc, c'est important d'ajouter aussi les KPIs et les chiffres clés, bien sûr, en gardant le storytelling. Il y a aussi la question de
est-ce qu'on va au hasard? Parce que la plupart des associations, surtout les petites, ils font les choses au hasard. Pas de stratégie marketing, désolé. On fait l'événement, par exemple, on communique. On fait de reels, on fait des interviews. C'est éparpillé, ça ne donne pas le branding, ça ne donne pas l'effet qu'on veut. Il faut vraiment qu'on ait une stratégie. Et des fois, si on n'a pas les moyens, on ne le fait pas in-house. On fait appel à un consultant pour une petite semaine, 5 jours, 3 jours. Après, il nous fait cette stratégie. Pour moi, c'est vraiment de voir la chose comme un investissement long-termiste. Pas comme un produit, on fait l'ishar une semaine dans la télé, après on a les ventes qui augmentent. Peut-être qu'il y a ce partenaire potentiel qui va voir et follower, après il va vous contacter. Ou peut-être c'est ces target groups, ces participants dont on a vraiment besoin. Comme vous avez bien dit, Houma, ils contactent la page et ils disent s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'inscrire? Parce que j'ai vu plusieurs projets, surtout au Maroc, dans des milieux ruraux, où le projet il est là, le funding il est là, tout est là, tous les ingrédients, mais après on n'arrive pas à capter les jeunes. Ils sont où ces jeunes-là? Il est où cette cible? Du coup, le marketing social, c'est aussi pour avoir les meilleurs targets parce qu'on fait ça pour eux. Voilà. Puis, par rapport à ce que tu disais aussi, moi, quand je suis arrivée dans mon organisation, j'ai dû faire des abolitions de postes, malheureusement, parce que les finances étaient serrées. Puis, j'ai coupé des postes en communication parce qu'il y avait une grosse équipe de communication, mais pas de visibilité. C'est comme si tout ce qu'on faisait restait coincé. On produisait beaucoup d'affaires, trop intellectuelles, puis il n'y avait pas de rayonnement. Puis, je suis allée chercher des spécialistes, donc des spécialistes en numérique, des spécialistes en relations publiques. Puis là, notre visibilité, elle a explosé avec 2 fois moins d'argent, 2 fois moins de coûts. Donc, je suis vraiment d'accord qu'il faut vraiment le voir comme un investissement, mais aussi des fois se demander, OK, suis-tu mieux de recruter des généralistes ou d'aller chercher des spécialistes qui ont déjà des relations avec les médias, déjà de l'expertise marketing, vidéo, tout ça, là, tout ce que tu as nommé. Des fois, ça peut être intéressant de faire la comparaison. D'autres messieurs? Oui, donc je travaille à la Fondation marocaine du préscolaire, donc on est une grosse organisation de plus de 25 000 salariés. Néanmoins, on est comme tout le monde, on veut faire toujours mieux, toujours plus, donc on recherche aussi des financements. Et un peu comme vous, on avait une communication qu'on pensait très très large, beaucoup de brochures, un beau site web, enfin... Mais c'est pareil, pas beaucoup de visibilité. Quand je parlais de la FMPS, même au Maroc, on me regardait, c'est quoi ça? Et donc, on s'est remis en question. Et puis, on a eu un coup de chance, c'est qu'une spécialiste en philanthropie canadienne s'est proposée à nous pour travailler gratuitement. Et donc, elle a... C'est-à-dire qu'on a un président qui a un bon carnet d'adresses, donc ça aide. Mais en tout cas, elle a repris tous nos documents de communication et on est en train de tout refaire. Oui, c'est dur, c'est dur. Des choses, on avait des certitudes, on avait des bons slogans, on était fiers de nos slogans et elle balaye tout. Et voilà, elle met des choses en avant qu'on pouvait... Et puis en plus, elle a le regard de l'étrangère, elle a le regard de l'autre continent. Et ça, c'est précieux parce qu'on a un peu tendance à tourner en rond, à se regarder, comme on dit, le nombril, et puis on ne voit plus nos bons points, on ne voit plus nos beaux côtés, on ne voit plus nos mauvais côtés. Et donc, c'est vrai qu'un regard extérieur, et si possible professionnel, c'est précieux. Et donc, je suis d'accord avec mademoiselle, c'est un investissement. Quand il faut payer, mais bon, c'est mieux gratuit. Mais en tout cas, c'est un bon investissement. En tout cas, nous, ça nous coûte cher, évidemment, à revoir tout réimprimer. On veut le faire en anglais, en arabe, en français. Mais là, on se dit, il faut mettre le paquet cette année, parce que c'est maintenant ou jamais. Et c'est vraiment un investissement qu'il faudra après faire durer. Voilà. D'autres défis que vous rencontrez qu'on pourrait adresser avec l'intelligence collective du groupe? D'autres défis qui veulent se lancer? Alors, c'est un plaisir de vous écouter tous. Tout à l'heure, je ne me suis pas présentée. Asma Diani, je suis vice-présidente du réseau marocain de l'économie sociale et solidaire. Je me présente avec cette étiquette-là. En fait... Pardon? C'est le réseau de l'économie sociale et solidaire au Maroc. Depuis 2006, il a été créé. Le tiers secteur ou l'économie sociale et solidaire, on a beaucoup porté pour le visibiliser d'abord,
pour le faire prendre au sérieux ensuite. Et je m'attacherai à ce dernier point. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié en fait cette question d'investissement et de charge. C'est extrêmement important de comprendre que la visibilisation, parce que le marketing social, il s'agit de faire ça. Il s'agit de visibiliser. Et cela apporte beaucoup au tiers secteur. Un aspect extrêmement important, et là je manque un petit peu sur le point l'orientation, le dernier point que vous avez soulevé. Première chose qu'il faut faire, à mon avis, extrêmement importante, c'est d'abord faire prendre l'économie sociale et solidaire au sérieux et les organisations de l'économie sociale et solidaire au sérieux. Aujourd'hui, vous avez soulevé les jeunes, ils trouvent les organisations de l'économie sociale et solidaire peu sexy. C'est le cas de le dire. Hein. Au Maroc, on a les coopératives, les associations, les fondations, les mutuelles. On parle d'entreprise sociale. Moi, j'ai été dans les 2 projets de loi cadre. J'étais parmi les experts qui ont rédigé les 2 projets de loi cadre. Le premier qui n'a pas été voté et celui-là qui est encore piégé dans le circuit de la validation. On aborde l'entreprise sociale comme étant les formes innovantes de l'entreprendre collectif. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'entreprise sociale. On n'a pas de statut d'entreprise sociale. On a un modèle organisationnel approchable de l'entreprise sociale. Mais on n'a pas de statut juridique entreprise sociale. Donc en fait, le cadre productif, le cadre où on est appelé à produire de la valeur ajoutée économique, c'est la coopérative. Et la coopérative n'attire pas les jeunes. Excusez-moi de le dire, on travaille avec l'INDH sur pas mal de provinces et c'est un programme extrêmement ambitieux pour appuyer les jeunes dans leur initiative économique. C'est très difficile de les amener à créer des coopératives. Et quand ils le... Voilà, pour moi, absolument. Un premier challenge, c'est une attractivité. En fait, on a plusieurs niveaux d'analyse. C'est un niveau plutôt méso. Le secteur devrait se faire connaître et se faire admettre comme étant une voie de création de la valeur ajoutée économique qui est sérieuse. Voilà, parce que les stéréotypes, absolument, parce qu'on a beaucoup de stéréotypes sur le fait que c'est, excusez-moi de le dire, l'économie de la misère. Et donc, en fait, il y a peu de jeunes qui veulent avoir cette étiquette, ils veulent plutôt qu'on les qualifie de start-upers. Je suis un start-up, j'ai une start-up, etc. Vous lui dites, oui, une start-up avec un statut coopératif. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Vous comprenez? Donc, on a un marketing à faire collectivement, nous qui croyons en l'importance du tiers secteur et de l'économie sociale et solidaire, à faire ensemble pour justement faire admettre ce secteur comme étant une voie de création de richesse qui est sérieuse et défendable. Voilà. Et s'il faut pour cela bousculer les décideurs pour leur dire on veut des statuts juridiques de l'entreprendre collectif, il faut qu'on le fasse. Parce que tant qu'on n'a pas, notre voix n'est pas portée, il y a peu de gens et les politiques ne vont jamais faire sortir aucune loi. Je vous le dis, on aura beau avoir des projets, les lois ne sortiront pas parce qu'il n'y a pas derrière, il n'y a pas des voix qui bousculent et qui disent écoutez, vous encouragez l'entrepreneuriat, mais de l'autre côté, vous ne faites rien pour nous donner des cadres juridiques importants pour entreprendre. Donc moi, je crois, excusez-moi d'avoir été trop longue, j'ai beaucoup de frustration, je porte énormément de frustration sur l'organisation du secteur. Donc on a le marketing social. Vous avez abordé tous des problématiques micro au niveau de vos structures prises individuellement, mais je crois qu'il faut également penser à parler collectivement dans le cadre d'un niveau maison. Voilà. C'est super intéressant. Peut-être une campagne je sais qu'en tout cas au Canada, on fait des campagnes de valorisation de certaines professions. Par exemple, le domaine bancaire, grosse campagne. Souvent, c'est des associations de main-d'œuvre sectorielles qui vont mener ces campagnes-là. Peut-être que votre association
avec l'appui de tout le secteur, pourriez faire une campagne pour revaloriser le secteur du tiers secteur. Moi, si je peux témoigner, à la Maison de l'innovation sociale, on a fait un gros changement de branding quand je suis arrivée, justement pour accompagner le virage de notre modèle d'affaires. Et là, on voit que ça se traduit aussi par des commentaires positifs, non seulement sur nos revenus, mais aussi sur les gens qu'on recrute, qui postulent à la Maison de l'innovation sociale. Cet été, on a reçu... Nous, on a une rareté de main-d'œuvre, là, fait que c'est différent d'ici, mais on a reçu 180 candidatures pour un poste, ce qui est énorme dans notre marché. Avant, on en recevait quelques dizaines. Puis les gens nous disent en entrevue, mais oui, on a remarqué le changement de branding. Les jeunes, ils veulent contribuer à un emploi qui fait du sens, puis ils trouvent que ça a l'air dynamique, travailler chez nous. Donc, on a eu beaucoup d'échos positifs par rapport à notre image de marque. Et on a le même sérieux qu'avant. Puis, un autre élément que je veux amener, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais c'est des fois, il y a des tabous dans le secteur social entourant ces approches-là qui sont vues comme plus du privé, justement, ils veulent se mettre de l'avant. Les gens ont l'impression peut-être qu'on fait plus cavalier seul parce qu'on prend la visibilité qu'on a besoin. Donc, il a fallu briser aussi ces tabous-là. Moi, j'ai été beaucoup confrontée à ça. Puis à chaque fois, je leur dis, on est les seuls à faire des revenus autonomes. Vous êtes tous dépendants de l'État. Donc, tant pis pour vous, faites comme nous. Puis, en tout cas, des fois, ils ne m'aiment pas, mais des fois, ils finissent par m'accepter. Mais donc, continuer comme ça, c'est super important. C'est pas juste un vernis, je pense. C'est juste de bien valoriser ce qu'on fait, puis de donner toute la valeur à la mission qu'elle a le droit. Donc, voilà. Alors moi, je vais rajouter un témoignage. Quand j'ai parlé des associations, parmi les défis, c'est que c'est vrai, il n'y a pas de communication. Et ça, on l'a remarqué parce que nous, on met en relation les associations avec les entreprises. Et quand les entreprises, c'est à eux de choisir les associations. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont choisir les associations qui font beaucoup de plus ça veut dire qui ont plus de visibilité ou qui font plus de marketing. Pourquoi? Parce que ça leur rapporte aussi donc de la visibilité. Et ça, c'est un grand problème et un grand défi. Pourquoi? Parce que nous, on a un catalogue des associations avec qui on travaille. Et on demande aux entreprises de choisir 3. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser 3. Mais ils choisissent toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui font toujours c'est-à-dire de la communication, qui communiquent, qui envoient des rapports, c'est-à-dire où ils ont plus de visibilité. Et les autres, ils disent, pourquoi nous, on n'a pas reçu, par exemple, d'argent de votre part, de la part des entreprises partenaires? C'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas de visibilité. Et on les encourage à créer, ça veut dire, même nous, on les aide des fois pour créer des posts, pour parler de ces associations, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas à nous de parler à leur nom. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que chaque association mette en place, donc c'est un investissement comme vous avez dit, donc c'est un investissement qu'il faut vraiment mettre en place et l'assumer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va vous rapporter encore plus. Visibilité en termes, quand je parle déjà de communication, c'est de la visibilité. Après, quand je parle de rapport, c'est là la transparence. Mais nous, en fait, notre rôle aussi, c'est un tiers de confiance. Parce qu'on ne travaille pas avec des associations qui ne donnent pas de rapport ou qui ne veulent pas communiquer sur ce qu'ils ont fait avec l'argent collecté. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on pousse. Je vais juste rajouter un truc pour les jeunes. Ce n'est pas question qu'ils ne veulent pas faire, c'est-à-dire des coopératives. Mais pour créer une coopérative, il faut avoir au minimum 5 personnes. Ce n'est pas un statut qu'on peut créer avec des jeunes maintenant. Ça veut dire qu'il faut revoir le statut. Ou, moi je dis, il faut créer un statut d'entreprise sociale, SARL, mais entreprise sociale. On ne peut pas l'appeler coopérative maintenant. Nous, dans notre jargon, c'est un organisme à but non lucratif. Exact. Un OBNL ou un ONG. Là, ce n'est pas la même complexité qu'une coopérative. Nous, on n'est pas une coopérative et on ne veut pas être une coopérative. Exactement. Il ne faut pas l'appeler coopérative. C'est complexe. Le statut tel qu'il est dit là, il n'existe pas. C'est entrepreneur social, ça veut dire que, en fait, il gère sa boîte comme une boîte. Simplement, à un moment donné, en bas du bilan, il ne distribue pas les résultats qu'il avait investis. Exact. C'est un conseil d'administration. Mais juste peut-être un délit d'initié. Un délit d'initié. Dans le cadre du projet de loi cadre, on parle de varier les statuts de l'entrepreneuriat en général, parce qu'il ne faut pas se leurrer, au Maroc, on encourage l'entrepreneuriat,
Mais d'autre côté, on a trois statuts juridiques. On a le statut d'auto-entrepreneur, on a les coopératives tout court, et on a la SARL avec associé unique ou associé. Donc c'est tout ce qu'on a. Et de l'autre côté, vous n'avez pas idée à quel point le nombre important de programmes d'encouragement de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc, alors qu'en France, si vous prenez la France, rien que les coopératives, vous avez les SIC, les SCOP, les CAE. Donc, en fait, on a besoin de varier. Déjà, indépendamment de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Maintenant, quand on vient au cadre de l'entrepreneuriat social et de l'entreprise sociale, ce statut qu'on a voulu introduire dans le cadre du projet de loi cadre, on a été confronté à une discussion de taille. Comment faire en sorte à ce qu'on crée un statut ou pas de l'entreprise sociale, mais qui ne devienne pas un refuge fiscal. Parce qu'il ne faut pas, parce que quand tu crées une loi, de l'autre côté, tu es en train de penser au comportement opportuniste et au dévoiement. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? Et là, c'est le délit d'initié. On a pensé au label de l'entreprise sociale que vous aurez après un audit de votre business model sur 5 ans. Et vous l'aurez sur 5 ans. Ça, c'est un dit sur 5 ans. Révisible sur 5 ans. Ah non, mais au départ, il faut l'avoir alors. Je l'ai au bout de 5 ans. Mais encore faut-il que la loi soit votée. sans micro. Alors, Il reste 10 minutes, donc allez-y ceux qui n'ont pas parlé ou ceux qui veulent rajouter. je pense vraiment que le problème de la coopérative, c'est un problème de branding. Parce qu'une fois on dit coopérative au Maroc, on s'imagine directement une femme dans le rural en train de faire de l'huile d'argan. C'est un problème c'est un mindset et c'est un problème de branding. Mais au fond, on demande la même chose. Le statut de l'entrepreneuriat social, c'est la même chose que la coopérative. Si on prend juste la coopérative et on fait un rebranding, je ne sais pas comment on peut l'appeler, etc., que ça parle plus jeunesse, etc., on aura des jeunes qui vont opter pour ce statut. Mais c'est la façon dans laquelle on a appris à avoir la coopérative et c'était vraiment pas dans le développement social, on ne le voit pas comme aujourd'hui on le présente, comme un vrai pilier, mais on le voit plus comme de la charité, comme j'aimerais bien le dire en arabe, c'est tihmish. Donc, comme ce petit coin, et on a cette terminologie. Donc, je pense que c'est un travail de branding plus qu'un travail de loi. Ça, c'est la première chose. Ok. Ouais. Ouais. On a un grand problème la notion de la coopérative au Maroc. Et la deuxième chose, c'est par rapport au... oui, je suis d'accord. Et même dans la façon dans laquelle nous, on aperçoit la coopérative dans l'écosystème. Hein. C'est au-delà des jeunes, au-delà des pensées, mais nous, en tant qu'acteurs de ce système, même comment on voit une coopérative, aujourd'hui, je n'arrive pas à voir une coopérative, d'ailleurs il y a des success stories, mais est-ce que je peux faire confiance à une coopérative dans un marché public? Alors que la loi existe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est par rapport aux questions de communication. Aujourd'hui, plusieurs associations disent « je ne veux pas communiquer », mais ils n'offrent rien. Va dire oui, je ne veux pas communiquer, mais voilà mon offre de communication, voilà mon kit. Je veux communiquer, mais avec ces termes. C'est aujourd'hui, on refuse sans négocier. Et le travail à faire vraiment, c'est accompagner ces associations, de garder leur façon de faire. C'est pas de la changer, on ne veut pas faire d'elles des entreprises, etc. Mais on veut vraiment qu'elles communiquent à leur manière. Mais il faut les accompagner à faire leur kit de communication, à négocier également vis-à-vis aux entreprises, etc. Parce que même avec l'aide de l'entreprise, aujourd'hui, cette association, moi, je veux bien l'aider, mais je veux une visibilité. Elle me dit non, mais elle ne m'offre rien. Elle ne me dit pas, voilà mes termes, voilà où je veux y aller, où je ne veux pas y aller. Donc aussi, ce point, il est très important de développer ces kits de communication avec ces coopératives, avec ces associations, que ce soit une valeur, où elles aussi, ils peuvent négocier, etc. En fait, moi, ce que je peux partager en termes d'expérience avec la JCI et les partenaires, quand on veut justement convaincre les partenaires ou n'importe quel sponsor ou des formateurs ou n'importe quelle seconde partie pour travailler avec nous, on essaie on vient pas leur demander de l'aide comme si on était les demandeurs. C'est comme si on était de second
second degré. Au contraire, on leur offre, nous, on présente comme si on va offrir des choses qui sont importantes, telles que la visibilité à l'échelle mondiale, parce qu'on est une organisation internationale et on partage les projets dans une galerie des projets et toutes les organisations nationales et locales de l'organisation, de tous les pays, ils ont cette visibilité et ils voient les partenaires qu'ils ont travaillé avec nous. Donc ça, c'est une visibilité, une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent bénéficier des formations eux aussi d'une manière gratuite, parce que nous, on offre des formations dans la gestion de projet, dans le leadership efficace, dans la réunion efficace, quoi d'autre. Il y a beaucoup de formations qui aident les jeunes à développer leur capacité ou bien leurs compétences pour être des futurs leaders, des futurs directeurs généraux, des gestionnaires de projets, des entrepreneurs. Et on a des programmes en entrepreneuriat et tout ça. Donc on les présente pour ces partenaires pour qu'ils puissent eux aussi en bénéficier gratuitement, tout comme les membres. Donc pour nous, on ne présente jamais ou bien on ne demande jamais de l'aide en étant comme on est juste des demandeurs. Voilà. Exactement. Oui, pour qu'ils sentent le win-win, l'aspect win-win entre le... Voilà. C'est fondamental de déterminer son offre de valeur, même si on est social. Je veux répondre sur le point du budget de communication chez les associations et surtout sur l'économie sociale et solidaire. On a un problème de mindset chez les associations. J'ai eu l'occasion de mentorer un groupe d'associations qui étaient incubées dans les petites villes, Chefchaouen et tout. Et maintenant, on a la possibilité qu'une association peut générer de l'argent à travers des activités. Par exemple, je dis le même exemple. Par exemple, je fais des formations pour les AVS et les éducatrices jeunes enfants. Je peux vendre ce service pour des femmes qui ne sont pas en situation de vulnérabilité et voilà, mettre cette association en situation d'autonome. Voilà. Et on doit partir avec un mindset de branding. Ici au Maroc, les coopérations, c'est pour chaud, pour et tout. Mais on doit partir avec un mindset d'un marketing classique. Nous sommes comme une entreprise sociale, on doit faire des ventes, on doit augmenter le taux de vente, on doit recruter des salariés, pourquoi pas s'ouvrir à l'échelle internationale, partir dans des forums, et voilà, et ça développe. Le problème, par exemple, je vais dire un exemple, par exemple aux États-Unis. On voit de la production audiovisuelle sur le militaire, la police et tout, ils sont attirés vers ce genre de métier. Si on parle ici au Maroc, par exemple, comme ces métiers, vous allez trouver que la majorité des jeunes ne veulent pas ça. Parce que c'est pas bien brandé ici au Maroc. Voilà. Oui, exactement. Mais si on voit aux États-Unis, on a des séries, des films, plusieurs trucs, séries de plusieurs saisons sur des police cases. Le problème, c'est un problème de mindset, c'est un problème de professionnalisme. On n'a pas d'équipe PKI. Je viens un stagiaire qui me fait des posts Canva et voilà, je maquille l'image avec le conseil d'administration, je fais des posts et voilà, on a communiqué sur le... Et après, voilà, c'est ça la question. C'est une belle conclusion. Est-ce qu'on se dit qu'on a bien exploré le sujet? Merci tout le monde. Shukran bzaf. Et bonne soirée.